Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. C'est qui manager? C'est quelqu'un tout simplement qui gère, qui a un poste, une responsabilité, qui gère une équipe. Mais aujourd'hui dans les startups... Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Maya, comment vas-tu ? Bonjour Alexis, je vais très bien et toi ? Je vais très bien. Je suis super content qu'on fasse cet épisode ensemble. Il a été pas mal préparé. Il y a eu pas mal de back and forth, etc. Et puis, on aime beaucoup ce que vous faites chez Trustpert. Mais en tout cas, pour commencer de la bonne manière, moi, j'aimerais beaucoup te remercier déjà d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. C'est toujours un plaisir d'avoir des RH de super jolies boîtes qui savent faire plein de choses. Et donc, toi, tu nous fais le plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc, merci pour ça. Merci aussi pour cet honneur. Je suis très, très contente de pouvoir enregistrer cet épisode aujourd'hui avec toi. Et je voulais faire un big up à Claire Liscolin qui m'a tagué sur un post LinkedIn où tu demandais qui est-ce que tu pourrais interviewer. Et elle m'a mentionné. Donc, du coup, merci Claire Lise. Franchement, t'es un amour. Ouais, big up Claire-Lise. Et merci pour nous avoir mis en relation avec Maya. Si vous avez cliqué sur l'épisode, vous avez une petite idée de ce dont on va parler, mais peut-être pas en détail de ce que fait Trustpert ou de ce que fait Maya chez Trustpert. Donc, est-ce que je te laisserai pas te présenter ainsi que présenter Trustpert ? Oui, bien sûr. Du coup, commençons peut-être par le plus court. Du coup, parlons de Trustpert. Trustpert, aujourd'hui, c'est une solution, une plateforme SaaS B2B qui est aujourd'hui destinée à des CFO, des DAF, des grandes entreprises. En gros, on a décidé de déclarer la lutte contre la fraude au virement. Donc, tout simplement, aujourd'hui, on est là avec nos clients pour pouvoir les aider à se protéger contre ces fraudes au virement, contre tout ce hacking. Et il y a si on parle un petit peu de la carte d'identité de la boîte, elle existe depuis combien de temps ? Vous êtes sur plusieurs pays, il y a combien de personnes dedans ? Elle en est où dans son développement ? Vraiment vue d'hélicoptère. Oui, vue d'hélicoptère. La boîte a été fondée fin 2017 et par 3 fondateurs. Du coup, on va avoir Baptiste, le CEO, Simon, le CTO et Alexandre, Chief Operations Officer. Quand moi je suis arrivée dans la boîte, on était une petite trentaine. Aujourd'hui, on est 85 et vers la fin de l'année, on aimerait bien être 150. On a déjà commencé le recrutement à l'international. Du coup, moi, début de cette année, je recrutais pas mal de personnes qui sont en Pologne. On a des gens qui sont en Roumanie, en Italie. Donc, du coup, la boîte devient de plus en plus à l'international. Et ensuite, on a déjà ouvert des deals avec des acteurs français, mais dans les autres pays. Donc, par exemple, voilà, c'est pas si secret que ça, mais on a ouvert des deals aux États-Unis avec Kering, donc une très, très, très belle boîte. Mais du coup, la volonté cette année, c'est d'ouvrir des deals aux États-Unis avec des acteurs américains. Donc, on aimerait bien monter une petite filiale là-bas, aux États-Unis, et tout simplement commencer à séduire les Américains. Yes, très cool. Et puis, je m'étendrai pas trop là-dessus, mais globalement, si vous parlez à plusieurs personnes, on pense beaucoup de bien de Trustpert et je pense que tu es d'accord avec ça. Et qu'est-ce que tu y fais chez Trustpert ? Écoute, moi déjà à la base, j'ai 7 ans d'expérience professionnelle et je suis arrivée pour m'occuper de la partie recrutement, partie stratégique et partie opérationnelle. Donc, quand je suis arrivée, il y avait déjà des choses qui ont été mises en place et moi, je suis arrivée pour tout simplement structurer certaines choses, apporter une certaine vision que j'ai pu acquérir dans mes entreprises précédentes, fluidifier certaines choses, bousculer un peu et tout simplement délivrer parce que c'est ça ce qu'on fait souvent aujourd'hui dans les startups. Donc du coup, je m'occupe du recrutement, je suis lead talent partner, donc du coup, j'ai une partie où effectivement je délivre sur la partie tech, produit et certains métiers comme par exemple Business Operations Manager ou Legal Counsel. Et également, je coach, je mentor une équipe de 3 personnes qui travaillent aujourd'hui sur la partie revenus. Yes, et quand on pense que vous allez doubler de taille, tu vas avoir pas mal de boulot ainsi que tes équipes dans les mois à venir, j'en suis à peu près sûr. Mais aujourd'hui,
Alors, on aurait pu parler de recrutement. Je suis sûr qu'il y allait avoir beaucoup de choses à dire et que tu as plein d'histoires à nous raconter. On va peut-être un tout petit peu parler de recrutement à certains moments, un petit peu de ci, de là. Mais c'est pas le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, vous le savez, je le dis assez souvent, on n'arrive pas avec des sujets en tête. On discute avec les invités de quoi est-ce qu'on a envie de parler. Et jusqu'à présent, moi, je trouve que ça a fait de la magie. Donc, j'ai pas du tout envie de changer cette formule. Et on discute avec Maya et arrive le sujet du management et de finalement c'est quoi un manager aujourd'hui, c'est quoi les managers qui répondent un peu au code de l'écosystème tech, de l'écosystème startup, scale-up, des boîtes qui grandissent vite, qu'est-ce qui reste un peu de ce qu'on peut voir dans les bouquins de management, des théories de leadership qui s'appliquent encore, des choses qui ne s'appliquent plus ou qui sont peut-être remises à jour, bref, la voie du manager, de Manager's Path. Absolument, c'est exactement ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est hyper intéressant de pouvoir discuter sur ce sujet. Il y a aussi le podcast que tu as pu enregistrer avec Anne-Sophie Delage, aussi un big up à elle. On fait que des big up aujourd'hui, mais du coup, elle a parlé pas mal de choses hyper intéressantes dans ce podcast. Donc du coup, j'aimerais bien effectivement faire un peu le rappel à votre podcast, et ce serait intéressant effectivement qu'on puisse en parler parce que on est dans le système de French Tech et du coup qui fleurit énormément. Tous les jours, on a des boîtes qui émergent, on a de plus en plus de très très belles boîtes sur le marché, et au final, on se pose des questions, voilà, qu'est-ce qui, en quelque sorte, nous gère? Qu'est-ce qui nous manage? Qu'est-ce qui délègue? C'est qui ce manager au final? Eh bien, allons-y. Commençons par le commencement. On va prendre la pelote par un bout. C'est quoi un manager? Ça commence où? Ça termine où? On va prendre dans une start-up, mais c'est valable un peu partout. Et surtout, à quoi ça sert dans l'organisation? Qu'est-ce qu'on doit attendre d'un manager? Oui, c'est une question qui est extrêmement vaste. En fait, je pense pas qu'il y a une bonne réponse. On est bien d'accord. Oui, on est plus que d'accord. Vous le savez pas, mais cet épisode, il dure 6 heures. Maya, j'espère que tu as pris ton après-midi. Exactement. Donc du coup, aujourd'hui, on se dit, c'est qui un manager? On peut tout de suite se référer à la définition un peu américaine. C'est qui manager? C'est quelqu'un tout simplement qui gère, qui a un poste, une responsabilité, qui gère une équipe. Mais aujourd'hui, dans les startups, je vois une différence par rapport à d'autres boîtes, par rapport à des grandes entreprises, par rapport aussi à une définition et position assez historique de manager. Donc du coup, pour moi, tout simplement, c'est quelqu'un qui a un poste effectivement à des responsabilités, qui gère une équipe, etc. Et qui tout simplement aujourd'hui va avoir une certaine forme de delivery. On peut un tout petit peu plus à une responsabilité un peu plus élevée que d'autres personnes. Moi, je vais jouer aussi avec toi parce que forcément on est exposé au management si tu m'autorises. Moi, une définition que j'aime bien, c'est le leadership. Moi, j'aime bien parler de leadership dans le management. C'est globalement toute personne qui doit embarquer d'autres personnes dans une équipe. Des fois, ça peut être sous une forme de management où il y a une vraie relation hiérarchique. Dans les modes de travail en squad, par exemple, il n'y a pas de relation hiérarchique, mais par contre, il y a un besoin de leadership. Et on observe que globalement, il y a une équipe qui va dépendre de ce manager ou de ce leader ou de cette leader et qui a des résultats à atteindre. Moi, j'aime bien cette approche-là. Oui, alors, après, attention, chaque manager n'est pas un leader aussi. Pour moi, c'est un peu deux choses, deux philosophies un tout petit peu différentes. C'est-à-dire, pour moi, le manager, c'est plus un poste, mais le leader, c'est vraiment une attitude, une philosophie. Tout à fait. Tu vois, par exemple, je trouvais une citation super intéressante de Peter Drucker, un auteur consultant en management, qui a dit « Le management, c'est bien faire des choses, alors que le leadership, c'est de faire des bonnes choses. » Donc, à ce moment-là, moi, j'ai toujours vu, tu vois, Alexis, moi, j'ai fait mon mémoire sur du leadership dans une boîte très, très américaine, bermudienne, qui était, on va dire, un tout petit peu vieillotte. Et du coup, je voyais le leadership vraiment désigné comme une sorte d'art, tout simplement. C'était vraiment cette capacité à influencer, à insuffler quelque chose à des gens. C'est quelqu'un, tout simplement, si aujourd'hui on paraphrase en français, c'est quelqu'un qui mouille sa chemise avec nous, et du coup, c'est quelqu'un qu'on a envie tout simplement de suivre. Ouais, tout à fait. Et donc, si on recentre sur le manager, donc le poste, la responsabilité, le rôle, au-delà de l'attitude de leadership,
tu dirais que dans les boîtes en forte croissance, de l'écosystème tech, etc., c'est quoi les fonctions du manager? Parce que il y a une fonction du poste, c'est-à-dire typiquement d'embarquer, de gérer, tu le disais. Après, il y a des fonctions qui sont spécifiques à quel manager tu es. Si tu es un manager d'une équipe sales ou RH, si tu es fondateur et que tu manages un codir, c'est un peu différent. Mais globalement, à quoi servent les managers ou quelle est la responsabilité partagée par les managers dans une startup? Alors, ça, c'est aussi une question un tout petit peu tricky parce que j'aimerais bien me référer au podcast d'Anso qui a dit, voilà, les premiers employés deviennent rapidement des managers et du coup, on a souvent la tendance d'être très, très généreux avec les titres. Moi, j'ai déjà vu des gens qui avaient le titre de manager. Moi, par exemple, quand j'avais intégré une boîte, j'étais Talent Acquisition Manager. Donc, du coup, par définition, je suis manager. Et au final, je manage personne. Donc, en quelque sorte, tout varie, tout dépend vraiment de la boîte. Donc, du coup, moi, je pense qu'aujourd'hui, tout varie en ce qui concerne la boîte. Chaque chose est un peu propre à l'entreprise. Mais qu'est-ce qu'ils font les managers aujourd'hui? Peut-être chez Trosper. Moi, comment je vois des gens? Je vois des gens qui sont des leaders inspirants, qui sont là pour leurs équipes tout simplement. Je les vois plus dans la posture de coach. Parce que chez Trosper, en fait, on a une énorme chance de ne pas être micromanager. C'est des gens tout simplement qui sont en train de promouvoir une culture d'autonomie, de leadership, d'ownership et de confiance. Donc, en quelque sorte, chacun est son propre manager, chacun s'organise comme il veut et les managers sont là tout simplement pour nous suivre, pour nous aider, pour nous accompagner dans notre réussite. Ça, c'est une bonne phrase qu'une fois j'ai entendue chez Trosper. Un manager, c'est quelqu'un qui accompagne des gens dans leur réussite et je pense que c'est ça en fait aujourd'hui ce que je vois chez Trosper. Et du coup, on peut le tourner dans l'autre sens. Qu'est-ce que tu peux attendre quand tu es collaborateur, collaboratrice d'une startup, d'une scale-up, de ton manager? Je vais même pousser un peu le bouchon. On peut le tourner comme ça. Comment est-ce que tu peux repérer que tu as très probablement un bon manager ou une bonne manager versus quelqu'un qui est peut-être pas encore tout à fait un bon manager? On va essayer d'être optimiste. Absolument. Écoute, moi, je fais un tout petit peu ma recherche et aussi, j'ai voulu me référer à ma propre expérience, comment moi je l'ai vécu. Dans The Manager's Pass, il y a en quelque sorte certaines phrases qui disent what to expect from a manager. Et ce qui ressort aussi, c'est une capacité d'écoute. Tout simplement, les gens qui sont extrêmement bienveillants, qui nous écoutent, qui ne nous jugent pas et qui tout simplement sont là pour nous, qui sont là pour nous aider, pour nous tirer vers le haut. Ne pas en quelque sorte nous gronder, mais tout simplement se dire, OK, sur quoi on peut se focus? C'est quoi les axes d'amélioration? Comment aujourd'hui on peut t'aider pour tout simplement éviter des erreurs? Ouais, tout simplement. Moi, je te partage et tu me diras ce que tu en penses et comment ça fit chez Trosper ou pas. Je suis tout à fait preneur d'amélioration face à ces outils-là. Quand on rencontre des managers chez Yaniro et qui sont pas trop sûrs en fait de c'est quoi leur North Star métrique, c'est quoi leur étoile polaire, qu'est-ce que en tant que manager je dois regarder pour savoir si je fais bien mon boulot ou pas. Et c'est normal parce que typiquement il y a beaucoup c'est difficile d'être un bon manager. Donc des fois on peut se dire est-ce que je dois faire comme les managers que j'ai eus, ou est-ce que je dois développer mon propre style? Est-ce que je dois être autoritaire avec mes équipes, ou est-ce qu'au contraire je dois être le copain de mes équipes? Bref, c'est pas trop sûr. Et on a développé une North Star métrique très simple pour les managers, c'est de dire où que vous êtes dans l'organisation, mais ça va, je pense, dans le sens de ce que tu dis, que vous soyez CEO ou que vous soyez team leader d'une équipe tech ou quoi que ce soit, votre job, votre North Star métrique, c'est d'augmenter durablement dans le temps la qualité des résultats de l'équipe. Si ce que vous faites, si vous êtes un excellent manager ou une excellente manager, normalement vos actions vont augmenter durablement dans le temps la qualité des résultats de l'équipe, parce que vous faites grandir les personnes, parce que vous les recrutez bien, parce que etc. etc. Si vous êtes un très mauvais manager, non seulement vous n'augmentez pas les résultats de l'équipe, mais vous les freinez. Oui, tout simplement, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Déjà, moi, ce que je pose comme question en entretien, à chaque fois, j'ai quelqu'un, je dis, qu'est-ce que tu attends de ton manager et qu'est-ce qu'un manager peut attendre de toi? Et c'est extrêmement révélateur. Et à chaque fois, les gens, ils disent, on attend beaucoup d'empathie.
on attend des feedbacks. Et je pense que, tu vois, aujourd'hui, on parle énormément de la culture de feedback, de one-to-one. C'est extrêmement bien mentionné dans le livre. Et je pense que le one-to-one, en fait, ça devrait aller à double sens. Donc, un bon manager, c'est aussi quelqu'un qui a effectivement une position un tout petit peu plus supérieure en ce qui concerne les teams, mais qui est aussi capable de recevoir le feedback et qui est capable d'entendre que peut-être, lui aussi, il a des axes d'amélioration, que peut-être il devrait progresser de son côté. Quelqu'un qui se braque, qui est dans un peu question d'ego, etc., qui refuse de se remettre en question, ça, je pense que c'est un tout petit peu problématique. Mais un bon manager, c'est aussi quelqu'un qui est capable d'admettre qu'il a fait des erreurs, parce qu'il est tout simplement humain. J'ai déjà vu effectivement des managers qui avaient du mal à admettre les erreurs et qui se disaient, tout simplement, je suis quelqu'un presque omniscient. Si j'ai cette position de manager, c'est parce que je l'ai mérité. Oui, sûrement. Voilà, c'est pas à moi de juger. Mais d'autre part, à nouveau, on reste des humains. Il faut pas oublier qu'à la fin de la journée, finalement, on enlève en quelque sorte nos casquettes, on sort du travail et on est tous des humains. On est tous les uns les autres pareils. Chez TrustPair, quand vous recrutez des profils manager, top manager, ou en tout cas n'importe quelle personne qui a des responsabilités et qui gère, pour reprendre la définition que tu donnais, du côté des soft skills, qu'est-ce que vous mettez sur la scorecard? Qu'est-ce que vous évaluez justement pour essayer de voir que cette personne sera un bon manager ou une bonne manager? On cherche des gens qui sont extrêmement charismatiques. Pourquoi? Parce que le charisme, c'est quelqu'un qui fait vraiment fédérer les gens. Si les gens y voient quelqu'un qui est passionné, si on voit quelqu'un qui est convaincant, qui a aussi pas mal de convictions à porter, qui a une vision, qui est capable de rassurer des gens, qui a déjà un beau bagage et est capable en quelque sorte de nous rassurer, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on va regarder. Je me rappelle comment on regardait par exemple la position de VP People à remplir. On avait des candidats et à chaque fois il y avait cette position, une question sur la partie leadership. Est-ce qu'aujourd'hui cette personne-là, elle va avoir la capacité à vraiment insuffler des projets? Est-ce que cette personne va avoir la capacité d'embarquer les gens? Est-ce qu'il y a suffisamment de charisme? Est-ce qu'on a envie vraiment de rester avec cette personne-là, envie de l'écouter et tout simplement la suivre dans ses idées folles, tout simplement. Donc du coup, on va regarder vraiment cette capacité vraiment à nous empower déjà en entretien, parce que nous aujourd'hui, on va pas être lié à tous les managers. Et moi, à chaque fois, j'attends de voir quelqu'un qui est passionné, qui est capable de me convaincre et aussi un tout petit peu de séduire, parce que c'est toujours une capacité de leadership, séduire les gens dans un bon sens. Et typiquement, si on fait un petit zoom parce que forcément, dans le recrutement, le job, c'est précisément d'identifier les bons managers et de leur donner ces responsabilités-là et de potentiellement arriver à déceler des personnes qui n'auront pas le bon fit avec le poste. Concrètement, c'est quoi l'ensemble des outils que vous utilisez pour évaluer ça? T'en as parlé d'un peu là, dans les entretiens. Si tu vois quelqu'un qui t'embarque, qui te séduit un petit peu, tu te dis tiens, là clairement, c'est une personne qui fait preuve de leadership. C'est quoi les autres choses que vous faites? Est-ce que dans la prise de référence ou dans les cas concrets ou comment vous faites la différence, ou est-ce plutôt, je construis ma question en même temps que je te la pose, mais est-ce que dans un ou plusieurs exemples de postes de manager que vous avez ouverts, tu as parlé du poste de VP People, mais tu saurais, alors on va pas nommer les personnes évidemment, mais donner des exemples de personnes où vous vous êtes dit, là c'est quelqu'un qui a le bon bagage hard skills, mais côté soft skills ça le fait pas parce que XYZ. À quoi ça ressemble? Parce que l'écart entre un bon ou un mauvais manager, tu peux le voir là aussi, quoi. Absolument, oui. Par exemple, il y a un cas de engineering manager qui est pas facile à recruter parce que c'est souvent des anciens devs et c'est bien parce que d'un côté, ils sont capables de comprendre les équipes qui managent, mais d'autre part, peut-être souvent, il y a cette volonté d'avoir un rapport de force, etc. Donc du coup, le premier engineering manager que j'ai recruté, il m'a séduit, même si il a dû couper l'appel parce qu'il avait autre chose à faire, mais il m'a dit 3 choses. Il me dit, moi, je vais être très très clair avec toi. Moi, aujourd'hui, comment je manage? Pour moi, il y a 3 axes. Pour moi, il y a drive, care, organization. Et là, du coup, tout simplement, j'étais extrêmement séduite. Je me suis dit, waouh, en fait, il a une vision. Il sait ce qu'il fait. Il sait où il va. En fait, il a son propre framework personnel et tout simplement, il est capable de l'appliquer ailleurs. Nous, aujourd'hui, par exemple, dans tout ce qui est assessment de engineering manager, on va passer 1h30 en discussion. On fait un test technique. C'est un test technique, mais en quelque sorte, c'est une discussion. Et on pose des questions extrêmement ouvertes. Comment, aujourd'hui, tu manages tes one-to-one? Si, par exemple, aujourd'hui, t'es pas capable d'atteindre tes one-to-one parce que au niveau des en fait, tu es en retard. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Comment aujourd'hui, tu es capable de promouvoir les gens?
explique-moi en quelque sorte certaines situations qui peuvent me portrayer tout ça. Explique-moi comment aujourd'hui tu gères un conflit dans une équipe. Souvent, on aime bien utiliser la méthode STAR qui est extrêmement connue, mais elle est extrêmement pertinente. Donc, du coup, on essaye toujours de contextualiser certaines choses pour pouvoir tout simplement les projeter sur le paysage de Trosper. Et aussi, oui, dis-moi. Ouais, tu peux rappeler la méthode STAR pour celles et ceux qui la connaissent pas? Oui, donc du coup, la STAR, c'est un acronyme. Donc du coup, STAR, c'est la situation. Donc du coup, souvent, on va poser des questions. Décris-moi une situation où, par exemple, tu as dû faire preuve de sang-froid. Imagine par exemple pour les métiers où il y a une pression assez haute face aux clients ou d'autres interlocuteurs. Tes tâches, décris-moi une tâche que tu as dû en quelque sorte entreprendre pour tout simplement pouvoir réaliser ce que tu voulais faire. Des actions également, c'est des tâches en fait que tu t'es structuré tout simplement, les actions concrètes et puis les résultats. Du coup, face, on va dire, à des tâches que tu as dû avoir dans ta roadmap, des actions que tu as dû entreprendre dans une certaine situation, c'était quoi les résultats, c'était quoi des KPI, c'était quoi des chiffres. Et là, donc, tu le fais sur les différentes responsabilités du manager, donc sur le feedback, le one-to-one, etc. J'adore l'exemple que tu donnes sur ton manager engineering parce que ce qui est intéressant, c'est que tu le disais, il a son propre Canva, il a son propre framework. Ce que ça veut dire, c'est que est-ce que le framework est bon ou pas, c'est une autre question, mais déjà, step one, c'est quelqu'un qui se pose la question de son management, qui se dit, faut que je sais que c'est une partie très très forte de mon job, donc de la même manière que j'ai un framework pour mon job de dev, par exemple, j'ai un framework sur ça, quoi. C'est hyper intéressant de se le dire tel quel, de la même manière que tu prendrais pas un dev à qui tu dirais bon bah c'est quoi ta manière de travailler, qui te dit bah je sais pas, j'allume le PC puis je code quoi. Enfin, c'est un peu léger quoi, on peut rentrer plus en détail. Un manager qui te dirait non mais ça va le faire, moi j'ai confiance, quand tout le monde est de bonne volonté, c'est évidemment un tout petit peu plus complexe que ça quoi, donc c'est peut-être un bon point de départ aussi. Absolument. En lisant le bouquin de Manager Space, je me suis rendu compte que être manager, c'est pas uniquement un rôle, mais c'est un métier à part entière. Donc du coup, tout simplement quelqu'un qui a déjà une vision, une projection de ce que lui il aimerait bien faire, et ensuite projeter ça dans une équipe. Je trouve ça fabuleux en fait. Tout de suite c'est rassurant. Tout de suite je me suis dit, je veux pouvoir en quelque sorte faire confiance à cette personne, et tout simplement on va créer des choses incroyables ensemble. Et si on va, alors sans les citer à l'autre bout, c'est-à-dire soit des candidats ou des candidates que vous n'avez pas pris pour des rôles de manager, soit dans des boîtes dans lesquelles tu étais, des managers que tu as vus dont vous avez été obligé de vous séparer parce que le fit ne marchait pas ou que vous avez été obligé de proposer un autre rôle, un manager ou une manager qui réussit pas très bien, ça ressemble à quoi? Alors, j'avais effectivement un bon exemple et c'était un nouveau engineering manager. C'est quelqu'un avec qui moi... Toujours là où ça se passe. C'est pas toujours là, mais c'est ce type de poste que je recrute en ce moment et du coup, j'en vois beaucoup. Et à ce moment-là, ça nourrit en quelque sorte mon savoir et ma curiosité. C'était quelqu'un qui m'a parlé beaucoup de son vécu et du coup, il y avait beaucoup de mots conflits qui apparaissaient. Il m'a dit, voilà, dans une boîte précédente, voilà, je ne m'entendais pas, etc. Il y avait un conflit. Aujourd'hui, on se parle et j'ai un conflit. Et ensuite, on est dans les entretiens assez poussés et il m'envoie un email. Il m'a dit, j'ai eu encore un conflit et du coup, on a décidé tout simplement de me virer. Et du coup, je suis disponible quand tu veux. Et là, j'ai eu peur. En fait, je me suis dit, est-ce que c'est pas quelqu'un qui aime bien justement quand il y a des frictions, quand il y a du conflit? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui va peut-être vouloir créer en quelque sorte des situations pas forcément faciles, des situations de tension dont on n'a pas besoin parce qu'on a déjà beaucoup de pression au travail, on a des deadlines, on est tous très très engagés, très très passionnés et si on a quelqu'un qui aime bien en quelque sorte nous chercher, est-ce qu'on a réellement besoin de ça ou on a besoin de quelqu'un qui prend du recul et qui essaye plutôt de nous préserver que de chercher en quelque sorte des conflits, des frictions, des discussions desquelles on peut se passer au final. T'as d'autres exemples, d'autres profils où ça l'a pas fait, ou des managers que t'as vu qui n'arrivaient pas à faire leur job sur une autre version que le conflit? Moi j'adore, j'en profite pour découvrir tous les exemples. Absolument, oui. Une fois aussi, on avait une personne qui était VP People, qui était très très intéressante, mais en fait, moi je pense qu'un manager aussi, il doit savoir pourquoi il vient dans une boîte. Il doit nous convaincre, et il doit nous dire, je viens spécialement dans la boîte pour ceci, pour cela. On avait une personne aussi, à nouveau VP
VP People qui nous a dit, voilà, on lui a posé la question, pourquoi tu as envie de venir chez Trosper, etc. Raconte-nous un peu des choses. Et elle a dit, parce que tout simplement, j'ai envie de quitter ma boîte et je cherche une structure plus petite. Donc moi, je me suis dit, oui, je comprends. Mais d'autre part, comment tu veux qu'on te fasse confiance, que toi, tu as envie de prendre soin de Trosper, qui est quand même une culture extrêmement forte, assez particulière aussi. Et du coup, tu veux juste intégrer une startup, tu veux juste intégrer, on va dire, un modèle de boîte, mais tu n'arrives pas à te projeter avec les gens, tu n'arrives pas en quelque sorte à voir des spécificités. Tu nous parles pas de business model, tu nous parles pas des challenges, tu nous parles même pas de tes impressions que tu as eues avec des fondeurs, avec qui tu vas être en contact permanent, dans quelle mesure ils t'inspirent tout simplement, dans quelle mesure tu as envie tout simplement de venir les aider pour tout simplement travailler sur les problématiques HR. Oui, bah, tout à fait. Dit comme ça, on revoit bien en creux l'importance du manager qui embarque et c'est impossible d'embarquer qui que ce soit quand on n'est pas embarqué soi-même. Ah, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Ça commence par là. Hein. Ah oui. Ok. Qu'est-ce qu'on doit voir encore sur le manager space? Qu'est-ce qui est une zone importante du portrait robot du manager qui peut rentrer encore en complément avec tout ce qu'on vient de se dire? Peut-être je sais pas, sur l'organisation, un focus sur le feedback. Enfin, je te laisse avancer sur la suite du portrait robot. Oui, absolument. Donc, du coup, on a déjà parlé un peu de qu'est-ce qu'on attend d'un manager. Donc, du coup, je pense que ça va être assez personnel. Il y a des choses qui ont été écrites dans le bouquin, comme par exemple ne pas être négligé, ne pas être micromanagé. Et ça, souvent, c'est toujours le problème, le micromanagement, et ça fait du mal. Souvent, j'ai vu des gens extrêmement abîmés par le micromanagement. Donc, du coup, on a vraiment de la chance de ne pas avoir ça aujourd'hui chez Trosper. Des gens qui nous empower. Mais aussi, je pense qu'il faudrait se focus sur tout ce qui est performance review. Donc, du coup, moi, aujourd'hui, un manager nous aide à grandir. Comme on a dit avant, un manager, c'est quelqu'un qui nous accompagne dans la réussite, qui nous aide à grandir, qui nous aide à s'ouvrir un tout petit peu comme une petite fleur. Donc, du coup, déjà, par rapport à tout ce qui est performance review... Alors, attends, je fais juste un tout petit truc, parce qu'après, je vais oublier, mais on va faire tout le chapitre performance review. Non, mais t'es à fond. On sent que c'est un sujet que t'adores. Mais je veux juste parler 2 secondes du micromanagement et du côté négligé. 2 choses. 1, si vous êtes manager ou si vous recrutez des managers ou si vous vous posez la question, il y a une manière qui est hyper simple pour vérifier que vous n'êtes pas en train de micromanager votre équipe ou que la personne n'est pas tentée de faire ça. C'est posez-vous la question de est-ce que vous soutenez votre équipe dans le how ou dans le what ou le why. Oui. Si vous êtes le nez dans le how, c'est-à-dire que vous dites aux gens comment faire les choses, vous arrêtez tout de suite ce que vous êtes en train de faire. Parce que là, vous êtes en train de micromanager la personne. Maya, si je dis, écoute Maya, ton objectif là dans l'année qui vient, c'est de doubler la taille de la boîte en termes de recrutement. Sous-entendu, c'est Maya, c'est une professionnelle, elle viendra me demander de l'aide si elle n'y arrive pas, mais je vais pas lui dire alors Maya, donc regarde, là c'est Welcome to the Jungle, donc fais ça, puis après tu vas sur tel job board, non please, j'ai 7 ans, ça fait longtemps que je connais mon boulot, l'horreur, insupportable. Donc ça c'est la première chose, si vous faites du how, vous arrêtez ce que vous faites parce que c'est du micromanagement et tout le monde déteste ça. Mais l'autre partie qui est importante, c'est pour ça que je voulais pas le laisser passer, c'est qu'il y a plein de gens, moi j'en connais plein, c'est les founders souvent, qui disent moi je micromanage pas, je laisse de l'autonomie aux gens, je suis le meilleur là-dedans. Et on creuse un peu, et en fait c'est pas qu'ils laissent de l'autonomie aux gens, c'est qu'ils les abandonnent. C'est qu'ils disent, c'est l'équivalent, je vais reprendre pareil, on bosse ensemble. Bon, Maya, tu sais faire, hein. Bon, rendez-vous dans 1 an, et puis si tu as réussi tes objectifs, très bien. Si tu n'as pas réussi tes objectifs, tu seras viré, tant qu'à faire, on va prendre un truc bien méchant. Oui. Alors que si moi je suis là, en l'occurrence, dans le petit roleplay que je joue, ton manager, j'ai un rôle positif si je t'aide à atteindre tes objectifs et si je t'aide à dépasser tes résultats. Il faut que je sois présent pour toi. Absolument. Donc, et juste pour dire ça, il y a des gens qui galèrent avec ça, mais dire mais comment je peux être présent sans micromanager? Oui. C'est hyper facile. Sois présent, sois disponible. Viens voir, Maya, alors comment ça se passe? Tu t'en sors? Tu veux qu'on fasse le point et tout? Et si c'est ouais, t'inquiète, je suis à fond. Bon, voilà.
Et si c'est là, je bute un petit peu, est-ce qu'on peut réfléchir ensemble? Elle le dira quoi? Je sais pas ce que tu penses de ça avant qu'on passe à la perf. Moi, je suis plus qu'alignée parce qu'effectivement, moi, j'ai vécu pas mal de micromanagement. En fait, là, tu as parlé effectivement de pas mal des extrêmes. Tu as parlé de 2 extrêmes. Donc, effectivement, tout contrôler, tout vérifier. Moi, je me rappelle, dans une boîte précédente, j'avais quelqu'un qui micromanageait. Donc, pour tout ce qui est un peu performance review, parler de moi, tout simplement, on se voyait une fois tous les 6 mois. Et du coup, à ce moment-là, on signait juste le bonus. Et tout simplement, moi, je pouvais pas monter en compétence. Mais d'autre part, à chaque fois, je voulais écrire quelque chose. À chaque fois, je voulais écrire une job desk. Il a fallu que ça soit dicté à la lettre. Donc, à ce moment-là, on se sent un tout petit peu comme un enfant qui va être dirigé par sa maîtresse. Et je me dis, dans quelle mesure, en fait, on peut être autonome? Et ensuite, la manager me disait, j'ai besoin que tu sois plus autonome. Mais oui, mais fais-moi confiance, s'il te plaît. Fais-moi confiance. Non, je pense que vraiment, la très très bonne idée qui est déjà testée chez Trosper et aussi qui est décrite dans le bouquin, c'est faire des one-to-one réguliers. Si on a des choses à se dire, tant mieux. Si on n'a pas des choses à se dire, on peut papoter. Et je trouve que des fois, parler pas uniquement du travail, c'est vital, ça fait du bien, ça fait comme un déj d'équipe et en quelque sorte, on retrouve une complicité avec les gens. On arrive à aussi s'attacher des personnes avec qui on travaille et tout simplement on passe un bon moment. Et du coup, moi je suis persuadée qu'aujourd'hui, c'est bien de se faire des points, des one-to-one réguliers. Moi, j'essaye de faire ça une fois par mois avec mon manager. On se voit que tous les deux et du coup, on discute de comment je me sens. Est-ce que j'ai des points de frustration? Est-ce qu'il y a des choses que lui, il a à me remonter? Et sinon, tout simplement, on se dit, qu'est-ce que tu as fait de ton week-end? Qu'est-ce que tu vas faire pendant tes vacances? Qu'est-ce que tu as fait à manger? Et c'est génial parce qu'en quelque sorte, on dédramatise aussi ces performance reviews. Ça fait du bien et tous les deux, en fait, on se dit, on a une très, très bonne relation parce qu'on arrive en quelque sorte à calibrer cette partie. En fait, il n'y a pas de micromanagement, on se fait confiance, on fait juste un check et tout le monde est rassuré. Et moi, je vais juste rajouter un petit point là-dessus parce que je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire avant qu'on passe sur la partie de la performance. La plupart des managers que je vois galérer ou rater, même on peut le dire très clairement, oui. C'est parce qu'ils oublient l'étape 1, qui est l'étape que tu viens de décrire, qui est de construire un relationnel et de la confiance avec les membres de son équipe. Et ça fait, pardonne mon français, mais ça fait chier parce que les gens, ils se disent, oui, mais c'est pas du vrai travail, c'est pas ça qui apporte les résultats, etc. Mais il faut le penser dans l'autre sens. C'est que si tu es Christophe Colomb, le capitaine de ton bateau, que tu emmènes tout le monde sur une expédition où tu n'es pas sûr de si on va s'en sortir vivant et que tu fais même pas l'effort d'avoir un vrai relationnel avec les membres de ton équipage, ils vont te faire une mutinerie dès qu'ils pourront, évidemment, et ils n'ont pas de raison de te suivre. Pour que les gens te suivent, il faut que tu aies une vraie relation avec eux, et avec chacun d'entre eux. Et ça passe, ne serait-ce que si vous faites que ça, les one-to-one, c'est obligé. C'est obligé de faire ça. Ça construit effectivement la notion du leadership, tout simplement. Donc, du coup, c'est vraiment cette confiance. Moi, je ne peux pas tout de suite faire confiance à quelqu'un que je ne connais pas, à quelqu'un qui n'a pas essayé de construire un relationnel avec moi. Et du coup, je me dis, il y a un manager qui arrive et qui me dit, il faut faire ça. Mais peut-être commençons par le commencement, comme tu as dit, construisons quelque chose, faisons vraiment connaissance, essayons de nous dire, voilà qui nous sommes, comment on a envie de fonctionner. Et après, disons-nous effectivement, c'est quoi les étapes, comment on va performer ensemble. Ok, donc je reprends. Un bon manager, il a un framework dans sa tête, ou en tout cas il est à l'écoute d'un framework, il sait que c'est sa responsabilité de gérer, mais peut-être, même si c'est pas son métier, d'avoir du leadership. On a construit le relationnel avec des one-to-one, avec des feedbacks réguliers, on délègue sans micromanager, sans isoler les personnes. Maintenant, attaquons un gros morceau, la performance. Oui. Parce qu'on n'est pas une famille, on est une équipe de sport de haut niveau, il y a une coupe à gagner, il y a quelque chose à aller atteindre. Quand on est dans une start-up, l'ambition, elle est très forte en général. Peut y avoir un peu de la pression, de l'hypercroissance. Bref, la performance, c'est important. Quel rôle ça joue la performance dans la vie des managers et comment ça se manifeste? Aujourd'hui, ils sont jugés sur la performance de leur team, tout simplement. Aujourd'hui, si ils sont pas capables d'insuffler un esprit, un leadership à leur équipe, tout simplement ils échouent. Je me rappelle à nouveau, je vais faire un petit clin d'œil au podcast avec Anso. Toi, tu as dit, il y a pas des équipes de sport de plus de 15 personnes. Donc du coup, il faut aussi connaître bien ces équipes et il faut bien savoir aussi identifier le potentiel de chacun. C'est ce qu'on fait. Tu me fais flipper quand tu me cites parce que je me dis, j'espère que j'ai pas dit des conneries. Mais pas du tout. Franchement, pour te faire une parenthèse, j'ai adoré ce podcast avec Anso parce
parce qu'il était incroyable. Je l'ai écouté 2 fois. Je pense que je vais le réécouter encore parce qu'il y a plein de choses hyper intéressantes à tirer là-dessus. Mais du coup, avoir une bonne équipe, déjà savoir la connaître et travailler sur la performance, chacun évolue différemment. Donc du coup, il faut prendre du temps pour connaître vraiment les forces et les axes d'amélioration de chaque personne et tout simplement se dire, bah voilà, comment je les tire vers le haut. Donc du coup, il faut prendre du temps, tout simplement, pour voir comment aujourd'hui on peut accompagner des gens dans leur réussite et aussi avoir une vision macro. Donc du coup, se dire, ok, ça c'est des objectifs et du coup, qu'est-ce que je mets sur quel objectif. Nous aujourd'hui, chez Trosper, on travaille en ce qui concerne notre organisation, on va utiliser l'organisation cellulaire. Du coup, on va identifier les compétences de chacun et on va se dire, cette personne-là, elle est par exemple forte dedans, elle va super bien performer, mettons là-dessus. Par exemple, moi j'ai agrandi l'équipe de recrutement. Je suis arrivée, j'étais toute seule. Ensuite, je me suis rebellée, j'ai dit toute seule, je veux pas pouvoir le faire, j'ai besoin d'une équipe. Et je recrutais 2 personnes et toutes les 3, on a passé Trosper de 30 à 85 personnes. Ensuite, cette année, on a décidé de se splitter le recrutement et chez moi, par exemple, on a identifié un fort potentiel et forte appétence produits et tech. Donc, du coup, on m'a proposé de rester là-dessus parce que tout simplement, je performe rapidement. Ça se voit, on a des résultats et c'est aussi très très plaisant pour moi. Donc du coup, tout simplement, on a identifié mon potentiel pour pouvoir attirer les techs chez nous. Dans tout ce qui est performance review et tout ce qui est axe d'amélioration, il faut aussi savoir identifier des solutions. Comment aujourd'hui on peut travailler sur des lacunes de chaque personne et aussi savoir prioriser des choses. Donc du coup, travailler vraiment sur la partie OKR. J'ai aussi lu un bouquin qui s'appelle Measure What Matters, qui est sur la partie OKR, justement, par exemple, chez Google ou chez la fondation de Bill Gates et son ex-femme, maintenant, Melinda. Donc, du coup, tout simplement, ça nous aide à avoir énormément de visibilité, beaucoup de vision en ce qui concerne l'organisation. Et puis, ça nous aide vraiment à mesurer et monitorer la performance. Et du coup, des fois, c'est un peu agressif. Des fois, il faut se dire, c'est trop ambitieux. Mais d'autre part, c'est assez réaliste. Donc, du coup, tout simplement, si on prépare le performance review, essayons de voir, voilà, avec qui on peut arriver à achieve certains résultats qui nous ont été fixés par un peu la direction ou le CODIR. Et les OKR, vraiment, ça aide énormément. Vous utilisez les OKR chez Trosper ? Absolument, oui, ça drive toute la boîte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve, c'est un peu la même logique, c'est on a un framework qui permet de savoir ce qu'on fait, là en l'occurrence le framework OKR que je pense que beaucoup de startups utilisent, hein. Donc pour rappel, OKR, Objective and Key Results, c'est très simplement à l'échelle d'un quarter, donc d'un trimestre, savoir dire à haute échelle de la boîte c'est quoi les objectifs en build qu'on veut atteindre dans le trimestre à venir et comment on saura que ces objectifs sont atteints quand ces résultats seront atteints. Donc pour un objectif, il y a plusieurs Key Results. Et après, on va le faire dans chaque équipe. Donc, par exemple, objectif, faut que Trosper ait fait plus X% en prod à tel endroit. Donc, ça veut dire que côté recrutement, il faut qu'on ait recruté tant de profils, etc., etc. Exactement. C'est assez complexe, mais d'autre part, c'est passionnant et ça aide aussi à avoir une organisation un peu cross-team. C'est-à-dire, on ne travaille pas dans notre coin. Par exemple, il y a pas mal des OKR niveau recrutement. À ce moment-là, la team TAM doit être en binôme avec d'autres teams qui ont besoin de recruter des gens et en quelque sorte, on forme des binômes et du coup, tous les deux, en fait, on est responsable de cet OKR. Et comment, ça c'est un très bon point que tu as souligné et je pense que c'est une grande difficulté des managers à l'heure actuelle. Je vais le prendre sur 2 angles. Il y a la question d'avoir une performance exigeante mais soutenable. Oui. Et 2, comment est-ce qu'on dialogue avec les équipes au-dessus de soi sans pour autant être désaligné. Je m'explique. Je te donne 2 exemples. Donc je suis Alexis, je suis manager de je sais pas quoi chez Trosper. J'ai mes OKR, etc. Tout va bien. Et au bout d'un moment, je me rends compte, ok, là, avec le niveau de mes équipes, le nombre de personnes dans mes équipes et l'ambition qu'on porte sur le trimestre, je sais que je peux réussir à peu près les OKR, mais si je brûle toutes mes équipes.
et que donc c'est un problème parce que mais je sais pas si moi je dois remonter à je sais pas qui, peut-être à toi, peut-être au fondateur, que je pense que c'est pas atteignable en l'état, et auquel cas ils vont peut-être se dire bah non en fait Alexis il est nul et son équipe il est nul et il faut quelqu'un de meilleur, ou au contraire à quel point ils ont besoin de cette information pour monitorer un petit peu et de juste se dire non mais là ça veut juste dire qu'on a un problème de staffing et qu'il faut plus de personnes dans cette équipe parce que l'exigence c'est celle-là qu'on doit atteindre. Donc ça c'est la première partie et après je te parlerai de la désobéissance. Mais ça, comment est-ce que quand tu es manager, tu arrives à maintenir la meilleure exigence possible sans arriver au stade où tu brûles tout le monde, où tout le monde part, où tout le monde part en burn-out, etc. Oui. Les OKR sont toujours très très ambitieux. Moi, c'est ce que je vois déjà dans la boîte. On n'arrive pas toujours à avoir 100% ou achieve tous les résultats, mais c'est toujours extrêmement ambitieux. Pour moi, le manager, il doit protéger ses équipes, donc du coup, être aussi réaliste et se dire, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est pas faisable. Donc du coup, bien évidemment, on peut avoir en quelque sorte des objectifs très très ambitieux. Après, il y a aussi la réalité. Il y a la réalité que des fois, les gens sont pas disponibles. Parce que c'est comme ça. Et parce que si, par exemple, on a des gens qui vont s'absenter, ils vont pas pouvoir délivrer. Il y a des choses aussi qui ne dépendent pas uniquement du manager. Il y a des choses, d'autres priorités qui arrivent, d'autres choses qui sont là, qui sont présentes. Et du coup, de temps en temps, on peut s'éloigner de nos OKR. Je pense que le devoir aujourd'hui du manager, ça va être vraiment essayer de regarder un tout petit peu la data, de regarder les autres performances, de se référer de ce qui a été fait avant et comment ça a performé et peut-être se dire, est-ce qu'on n'irait pas en cran un tout petit peu au-dessus pour voir de quoi sont capables mes équipes sans pour autant brûler des équipes, comme tu as dit. Parce que là, je trouve que voilà, on va dans un burn-out qui est quelque chose d'assez grave. Donc, l'essentiel, c'est tout simplement se dire comment on peut essayer d'être un tout petit peu plus ambitieux. On va voir si ça marche. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ok, peut-être il faudrait qu'on se réorganise. Mais pour moi, les OKR, ça devrait pas être une fin en soi. Ça peut être vraiment plus une idée de comment on s'améliore et identifier en quelque sorte nos points d'amélioration. Je m'explique. Là, par exemple, on avait un OKR de recruter il y a quelques mois un growth manager. Donc, du coup, quelqu'un qui allait être en hacker, automatiser des choses. Et on n'arrivait pas. Et à un moment donné, on s'est posé la question, du coup, qu'est-ce qui se passe? Et on savait très bien qu'on n'allait pas valider ce OKR. Et en fait, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, notre cas pratique et notre trame de recrutement des entretiens n'était pas suffisamment performante pour pouvoir évoluer la bonne personne, pour pouvoir savoir c'est ça, la bonne personne qui va nous intégrer tout simplement. Donc, du coup, on a revu le test et on s'est dit, ah oui, donc du coup, il ne nous permet pas aujourd'hui de savoir si cette personne a des capacités et peut-être la manager aujourd'hui qui a recruté cette personne-là, elle était peut-être pas suffisamment bien formée, était pas suffisamment à l'aise avec ce poste-là. Donc, du coup, peut-être on va prendre quelqu'un qui s'y connaît, qui peut apporter un tout petit peu plus de vision, de beauté. Et à ce moment-là, en fait, on rajoute une personne dans le recrutement et on revoit le test. Ça, tu sais à quoi ça me fait penser? Tu me diras ce que tu en penses, hein, évidemment. Oui. Ça me fait penser que en fait, un manager ou une manager, plus que n'importe qui d'autre dans une entreprise, doit avoir la soft skill qui est probablement ma soft skill préférée. Oui, parce que oui, je suis un nerd des soft skills. J'ai une soft skill préférée qui est ce que surtout les investisseurs appellent la coachability. Oui. Et la coachability, ce que les VC cherchent chez des fondateurs et des fondatrices, c'est un truc qui est assez particulier, qui est une très grande confiance en soi avec aucun ego. Donc c'est quelqu'un qui a confiance dans le fait que ça va bien se passer, oui. qui est hyper à l'écoute des feedbacks, oui. mais qui est pas non plus quelqu'un qui, quand il entend plein de feedbacks, essaye de tout intégrer. C'est quelqu'un qui va dire ah non ok j'entends, c'est hyper intéressant ce que tu dis, qui est un peu avide de grandir, et après il le fera pas. Et quand tu as cette posture là, typiquement quand tu dois gérer tes OKR, tu peux à la fois au moment de les construire faire bon allez là celui-là il est un peu haut mais je le mets parce que je suis sûr qu'on va y arriver, allez go team, etc. Et au moment où c'est clair que ça va pas être possible, plutôt que de se dire voilà on est vraiment nul, etc., faire mais alors attends, qu'est-ce qu'on doit comprendre là de ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que c'est que le terrain est en train de nous donner, sur celui-là on le fera pas ce quarter là, mais probablement le quarter prochain on pourra mieux l'appréhender. Exactement. Oui, les OKR, c'est effectivement pas quelque chose d'assez rigide. Il faut pas se mettre non plus dans la tête, il faut absolument que je le fasse parce que si je le fais pas,
tout simplement, comme tu dis, je suis nul, je ne sers à rien. Il faut se dire, ah d'accord, peut-être c'était un peu trop ambitieux. Peut-être à ce moment-là, c'était pas le bon moment de mettre cette OKR-là. Peut-être c'est une erreur de timing. Ou peut-être tout simplement, on est sous-staffé. Ou peut-être tout simplement, on se dit, on s'est mal tout simplement organisé pour ça. Et ça devrait vraiment plus nous apporter des solutions, plus apporter des réponses à nos questions que vraiment de nous pénaliser. Et c'est là où tu vois les deux extrêmes. Si tu recrutes un manager comme celui que tu disais, qui dit oh bah je suis dispo parce que de toute façon je me suis fait virer de mon job d'avant et qui a donc pas fait l'effort d'avoir l'intention et un peu la niaque, la gouache pour aller chez vous, au moment de fixer les OKR, si c'est lui qui les fixe, il va les fixer trop bas. Il va dire bon voilà, on pourrait faire ça. Il va mettre la barre pour être sûr de l'atteindre et d'avoir 100% à chaque fois, ce qui est un petit peu dommage. Mais à l'inverse, quelqu'un qui a beaucoup d'ego, qui va fixer des OKR hauts et qui vers la moitié du trimestre se rend compte qu'il va pas les atteindre, va peut-être brûler son équipe pour l'atteindre quand même, sans avoir les vrais apprentissages sur le terrain qu'on aurait dû avoir, à savoir non, on n'a pas le bon staffing pour ça, cet objectif il n'est pas atteignable, etc. Tout à fait. C'est les risques justement d'un manager qui n'essaye pas d'avoir cette coachability, n'essaye pas de mesurer ce qui est factuel, ce qui reste réalisable. Et aussi, je pense qu'il y a une petite question d'ego. Tout le monde est ambitieux, tout le monde aimerait aller le plus loin. Si on fixe des objectifs plus bas, ça veut dire qu'on peut en quelque sorte retenir l'équipe à avoir un certain apprentissage. On freine les gens pour aller plus loin, pour chercher plus loin. Si c'est un tout petit peu trop ambitieux, il y a un risque de frustration, mais je pense qu'il y a toujours un peu de frustration. On peut pas toujours gagner. On peut pas gagner à tous les coups. Soit on gagne, soit on apprend tout simplement. Et je pense que vraiment, c'est cette phrase de Mandela peut nous apprendre effectivement l'utilité et la vraie nature des OKR. Tu sais, c'est la phrase qui dit if you are the smartest in the room, switch room. Prends une autre pièce. Si t'es trop bon, vise plus haut, quoi. Et l'autre point, et ça, je pense que on est dans des questions qui n'ont pas de réponse définitive, je pense, mais c'est une question que j'ai beaucoup il y a beaucoup de managers qui me posent cette question, et j'ai un avis, mais j'aimerais bien entendre le tien. Évidemment, c'est toi, la star d'aujourd'hui. C'est quand on est manager et que on nous donne une direction. Voilà, je sais pas, il y a un founder qui dit faut faire comme ci, faut faire comme ça, et qu'on n'est pas d'accord. Oui. Pour quelle que soit la raison. Et alors soyons clairs, je vais bien donner le cadre. On n'est pas d'accord pour le bien de l'entreprise, pas pour son propre bien. Mais par exemple, tu me dis, voilà, Alexis, je pense que sur ton équipe, sur le quarter, c'est ça qu'on va faire. Et moi, je dis, non, attends, là, Maya, founder, elle est trop loin du terrain, elle se rend pas compte que c'est pas ça qu'il faut faire. Et il y a plein de gens qui me disent ouais, mais moi en tant que manager, est-ce que c'est pas mon job de lancer un bras de fer avec le fondateur pour le bien de la boîte, pas le laisser faire n'importe quoi, protéger les équipes, etc. C'est tricky comme question, et je te dirai ce que j'en pense après, mais je serais curieux de savoir ton avis. Si quelque part, pour résumer la question, c'est en tant que manager, quand on n'est pas d'accord avec la direction dans laquelle va l'entreprise, qu'est-ce qui est OK et qu'est-ce qui l'est pas? Oui, donc du coup, moi je suis pas déjà d'accord avec la formulation bras de fer, parce que moi j'aime pas rentrer un peu dans le conflit, etc. Moi je suis plus dans la discussion. J'aimerais bien déjà savoir, j'aimerais bien comprendre pourquoi le fondateur, il est en quelque sorte têtu sur son idée et pourquoi il n'est pas ouvert aux autres avis. Aujourd'hui, moi je pense que les fondateurs, ils sont éloignés des équipes, donc ils voient pas à 100% la réalité. Les fondateurs, ils sont là pour s'occuper de pas mal d'autres choses, mais ils sont pas là pour le manager des équipes. Donc du coup, si un manager dit quelque chose, comme a dit Anso, il faut assumer de dire non. Il faut expliquer. Il faut tout simplement même peut-être former ce fondateur et lui dire aujourd'hui, moi j'ai pas mal de bouteilles dans le management. Toi, tu as une vision d'entreprise, mais moi aujourd'hui, je parle des équipes. Et du coup, il faut pas avoir peur d'affronter des gens. Moi, quand je suis arrivée, par exemple, chez Trosper, j'étais rattachée au CEO, Baptiste. Assez rapidement, au bout de 2 semaines, je suis allée un peu dans le rébellion. J'ai dit, ça me va pas, ça me va pas, ça me va pas. Et j'avais une chance énorme avec Baptiste, parce que Baptiste, c'est quelqu'un qui est extrêmement bienveillant et extrêmement humble. Il m'a dit... Et coachable. Ah oui, plus que ça. C'est un garçon formidable. Lui, il m'a dit, très bien, ok, t'es pas contente, tu vois pas mal de points qui te dérangent, propose-moi des solutions
et on y va. Et ça, je trouve que c'est la meilleure posture à avoir, tout simplement. Pas venir dire non ferme à des fondateurs et essayer, en quelque sorte, comme tu as dit, rentrer dans un rapport de force, faire un bras de fer. Non, tout simplement venir et expliquer des choses et proposer des solutions derrière. Comme ça, le fondateur se sent rassuré et il se dit, c'est quelqu'un qui tient vraiment à la boîte, qui tient vraiment à tout ce que se passe bien, parce que moi, j'ai ma vision, mais lui, il est peut-être un tout petit peu plus proche des équipes. Donc, du coup, il est capable de savoir qu'est-ce qui est capable de se faire niveau opérationnel et me rassurer aussi là-dessus. J'adore. Je te raconte un peu, moi, ce que je réponds en général, et tu pourras me dire là où tu es d'accord ou pas. Hésite surtout pas, hein. Moi, je fais de mon mieux pour être coachable. Ce que je dis, c'est effectivement, première chose, je te donne ma croyance. Moi, je crois que la bonne solution, quand tout le monde a la data, elle est évidente pour tout le monde. Oui. Je pense que la plupart du temps, quand les gens ne sont pas d'accord, c'est qu'il manque de la data quelque part ou qu'il manque le temps de bien comprendre quelque chose. Donc moi, si je suis dans une boîte et que mon founder me dit quelque chose et que je suis manager et que je ne suis pas d'accord, la première chose que je me dis, c'est est-ce que je loupe quelque chose là ? Est-ce que juste mon founder, il est un peu chiant là-dessus, il me dit pas, il me parle trop vite. Donc la première chose, c'est d'aller faire l'effort d'être convaincu. Bonjour, je vais prendre Baptiste, hein. Désolé Baptiste si tu nous écoutes. Bonjour Baptiste, ce que tu m'as dit de faire, je vais pas te mentir, j'y crois pas du tout, mais je suis sûr que c'est pour des bonnes raisons. Est-ce que tu peux m'expliquer ? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi c'est ça qu'on devrait faire, etc. Deuxième version, peut-être que c'est moi qui ai plus de data que mon founder parce que je suis sur le terrain. Et de toute façon, on a toujours des blind spots. Si on est trop proche du terrain, on ne voit pas la vue d'ensemble facilement et inversement. Et donc, je vais faire l'inverse. Je vais partager des trucs à Baptiste. Baptiste, je vais te dire pourquoi je ne suis pas d'accord. Oui. Parce que je pense que XYZ, etc., etc., etc. Et là, il y a un truc magique qui se passe quand on y passe le temps, c'est qu'en général, vu qu'on est tous les deux hyper bien intentionnés, qu'on n'a pas trop d'ego et qu'on est malin, on est d'accord. Oui, c'est évident que la meilleure solution, c'est celle-là ou celle-là, donc on va essayer plutôt de faire ça. Et du coup, dans 90% des cas, déjà, ça trouve une réponse. Qu'est-ce qui se passe dans les 10% restants ? 10% restants, tu as deux cas de figure. Il y a vision du monde totalement différente, et je suis 100% pour l'approche du disagree and commit. Oui. C'est-à-dire, c'est OK de ne pas être d'accord, c'est pas OK de saboter, de rentrer dans un bras de fer, de dire moi je suis Maya, je vais ouais Baptiste, je vais le faire ton truc à la con, etc. Et puis après faire les trucs comme j'ai dit comme je pense, parce que j'ai une équipe, etc. Ça c'est terrible parce que ça veut dire que dans un bateau, y a une partie qui rame dans un sens et l'autre partie qui rame autre part. C'est pas possible, ça va faire couler le bateau. Et dernier cas de figure, ça c'est un cas qui fait mal, c'est rappelez-vous que les founders, je prends les founders parce que là c'est facile, c'est aussi des hommes et des femmes normales avec leur niveau de leadership, et qu'il y a une règle, et ça c'est quelque chose que je répète beaucoup aux founders qui leur fait peur, c'est que tu peux pas manager des gens qui ont un niveau de leadership plus élevé que le tien. Absolument. Et donc, quand tu es founder, tu es obligé d'avoir un niveau de leadership qui est plus élevé que toutes les autres personnes dans ta boîte parce que sinon, ils ne suivront pas. Et en réalité, quand on voit des fois des recrutements de top profils qui ont fait tout un tas de trucs où ça ne tient pas longtemps, souvent, ça veut dire que les founders devraient level up beaucoup, beaucoup plus fort en termes de leadership pour être capable de gérer la personne en bas qui va leur dire « Non, mais attends, mais ça, tu ne peux pas le faire comme ça. » Ou « Ça, je ne suis pas d'accord. » Ou « Ça, il faut qu'on en parle. » Et si toi, en tant que founder, tu ne sais pas créer le dialogue pour faire avancer les choses, la personne va partir, elle aura raison. Je suis tout à fait alignée. C'est complètement ça, Alexis. Ouais, c'est tout. Incroyable. Non, mais tu par le dialogue, en fait. Au final, on se dit, l'essentiel, c'est bien évidemment, c'est OK de ne pas être d'accord. Et si tout le monde en était d'accord, ce serait un tout petit peu exotique dans le monde. On est 7 milliards aujourd'hui dans le monde, donc du coup, on est tous différents et on a le droit de ne pas être d'accord et c'est OK et c'est normal. Mais si on a une bonne communication, si on a effectivement, on accepte des choses et on a suffisamment d'humilité pour se dire, OK, aujourd'hui, je n'ai pas peut-être suffisamment de leadership et du coup, je délègue ça parce que tout simplement, il y a des gens qui sont meilleurs que moi, mais ça va faire fonctionner la boîte. C'est la meilleure solution, tout simplement. Tout repose encore une fois dans la communication. C'est dingue. Et oui, relationnel et communication, c'est beaucoup du boulot sur la partie humaine. Et du coup, on pourrait parler très, très, très longtemps. On pourrait parler de la différence entre manager et leader. On pourrait parler de la place du mentorat, du manager coach, tout ça. Malheureusement, on va pas avoir le temps de parler de tout. Mais si tu devais finir un peu sur un mot important que tu voudrais partager aux managers et à tes homologues, c'est-à-dire à des personnes, des RH qui travaillent avec des managers sur ce sujet du manager actuel, qu'est-ce que ce serait ? Moi, j'aurais dit, faites confiance à vos équipes
travailler ensemble. Vous êtes tous ici dans le même but. Donc, du coup, soyez une team et soyez tous ensemble. Allez, vendu. Du coup, on va passer tranquillement à la fin de l'interview. Maya, première question, parce que je suis sûr que ça a donné l'envie à beaucoup de monde d'entamer la discussion avec toi, surtout qu'en ce moment, ils recrutent chez Trustper, vous avez compris. Hein. Où est-ce qu'on te retrouve ? Ça va être assez basique. LinkedIn. Moi, je suis tout le temps sur LinkedIn. Je suis assez active. J'essaie d'interagir avec mes pairs. Donc, du coup, si quelqu'un a envie de me parler, venez me faire un petit coucou. Je serai super contente. Ok, très cool, on n'y manquera pas. Ensuite, est-ce qu'il y a un livre, un podcast ou un blog que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices ? Moi, je recommande à tout le monde podcast Yann Hiran. Donc, du coup, ça, je pense que ça va pas être forcément une surprise. Mais je me suis éclatée. Je me suis énormément éclatée à lire le bouquin de Manager's Pass, qui est assez incroyable, qui est écrit tout en anglais avec, en fait, qui est vraiment écrit dans un temps génial. Et tout simplement, il y a énormément d'exemples là-bas. Il y a pas mal de situations. Il y a beaucoup de méthodes stars où j'ai pu vraiment apprendre énormément de choses et après me dire, voilà, je fais des analogies avec ce que j'ai vécu niveau management et ce que je vis aujourd'hui et je me suis vraiment régalée. Donc, absolument, je recommande à tout le monde de lire ce bouquin. Ok, c'est bien noté. Je l'ai pas lu encore. Il va rentrer dans ma read list. Est-ce qu'il y a un tool RH que tu adores ou plusieurs tools RH que tu adores que tu aimerais partager ? Oui, il y en a deux. Donc déjà, tool RH dans mon métier, le ATS, ça va être vraiment, notre bébé, ça va être un outil qu'on va utiliser tout le temps. Moi, je suis un grand fan de Lever, donc du coup, je l'ai déjà testé. C'est un outil extrêmement intuitif que j'adore. Et puis, j'aime beaucoup la plateforme Community qui a été créée par mes copains Doud et Théo, les fondateurs aussi de Trusty, qui nous permettent vraiment à se recommander des profils entre, on va dire, des recruteurs, tout simplement dans un cercle de la French Tech. Et du coup, ça nous permet vraiment de recruter les meilleurs profils sur le marché. Ok, on mettra les liens dans la description. Et enfin, tu connais notre tradition. Tu en es toi-même issu par ce petit post LinkedIn qui nous a fait nous rencontrer. Oui. Si tu es moi, qui est-ce que tu invites ? C'est qui le ou la RH de startup qui t'impressionne le plus ? À qui tu as envie de passer le micro ? Alors, moi, j'aimerais bien entendre une fois dans un autre podcast Anne-Sophie Delage parce que c'est elle qui m'a recrutée chez Trustper. C'est quelqu'un que j'adore, que j'admire énormément. Mais pour un tout petit peu plus d'originalité, j'aimerais bien que tu invites Caroline Ramad, qui est aujourd'hui la fondatrice de 50 InTech et qui tout simplement a créé une plateforme pour les femmes pour trouver l'employabilité dans le système en fait de la French Tech, tout simplement. Donc du coup, c'est quelqu'un qui est extrêmement inspirant, qui essaye effectivement de briser ce plafond de verre qui existe aujourd'hui, on va dire, dans le monde du travail, essayer de donner la force aux femmes, en quelque sorte, et les coacher et tout simplement les protéger. Donc du coup, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'elle peut nous dire parce que c'est quelqu'un qui m'inspire énormément, que j'admire aussi et qui fait vraiment beaucoup de bien sur le marché de la French Tech. Super. Je vais pas faire trop de comment ça s'appelle de bande-annonce, mais on a des jolis trucs sur ces sujets-là. On a des jolis invités avec des super épisodes. Mais en tout cas, tu es la bienvenue sur le podcast. Ta place est assurée, le micro est prêt. Maya te le passera. Merci beaucoup pour la recommandation. Bon, écoute, c'était un plaisir, Maya, d'échanger avec toi aujourd'hui sur ce sujet vaste qu'est le management. Vraiment un grand merci pour ton temps et puis bon courage pour tout ce qui va arriver sur Trustper. Je suis sûr que vous allez bien vous éclater. Et puis, moi, il me reste plus qu'à te dire à une prochaine. Oui, merci infiniment Alexis pour cette invitation. Merci de m'avoir donné la possibilité d'enregistrer. Je me suis régalée. C'était un plaisir et du coup, oui, à bientôt. Quand tu veux. À plus. À plus. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi prochain.